Bonsoir à tous. Dans une minute, on commence. Le temps de finaliser les derniers détails techniques. En tout cas, merci à vous d'être aussi nombreux et aussi rapidement. Pour information, nous sommes 17 actuellement et on vient tout juste de commencer. N'hésitez pas à vous installer, prendre votre petite tasse de quelque chose et à venir avec nous pour les 30 secondes de libre qu'il vous reste avant qu'on commence officiellement. On va attendre un peu encore. On attend encore 3 petites minutes et on pourra commencer. Alors, le temps passe vite avec nous puisque les 3 minutes ne sont pas encore écoulées, qu'on va déjà commencer. Donc, bonsoir à tous. Merci d'être parmi nous. Je m'appelle Andrea et je préside la section strasbourgeoise des jeunes européens. Pour ceux qui suivent les conférences qui ont eu lieu jusqu'à présent dans le cadre du projet de mémoire, vous commencez à me connaître puisque pour l'instant, j'ai co-modéré les 3 qui ont eu lieu. Donc, merci à vous d'être ici. Je vais présenter brièvement l'association et le projet Lieu de mémoire. Et ensuite, je laisserai mon camarade Simon prendre la suite. Donc, l'association existe depuis 20 ans à Strasbourg et depuis 1992 en France. On est une association de jeunes européens fédéralistes. Et notre but principal est de ramener l'Europe au plus près de ses citoyens. Et cela passe par l'organisation d'événements divers et variés, comme par exemple des conférences. C'est dans ce cadre-là que nous nous voyons ce soir. Et cette année, les jeunes Européens ont eu à cœur de revenir sur les guerres qui ont pu disséminer les territoires et les populations dans l'Est de la France et dans le monde entier, du coup, dans le cadre du projet Lieu de mémoire. Et tout cela pour dire que malgré les déchirures du passé, toujours est-il qu'aujourd'hui, ce qui compte, c'est le projet européen et la coopération franco-allemande. Et ce soir, nous allons parler de l'impact environnemental de la Première Guerre mondiale, des zones rouges et du début de la conscience environnementale en la matière. Et Simon, je te laisse te présenter et présenter notre invité de ce soir. Bonsoir à tous. Alors, je suis Simon Kaiser. Je suis trésorier des Jeunes Européens Strasbourg et coordinateur régional des sections de l'Est, donc des sections du Grand Est des Jeunes Européens. Donc voilà, je suis étudiant en droit franco-allemand à Strasbourg. Donc je vais présenter notre intervenante Isabelle Masson-Lotz, qui est donc belge et qui a décroché une licence en archéologie préhistorique à l'Université de Liège en 1997. Donc après avoir sondé le passé de l'homme durant 7 ans, vous vous êtes lancé dans le journalisme pour notamment réaliser de nombreux reportages et chroniques dans la presse écrite, mais aussi à la radio et à la télévision. Alors, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur vos projets actuels? Alors, sur quoi vous vous concentrez actuellement, s'il vous plaît? D'abord, bonsoir et merci de m'avoir invité. On va dire que le journalisme aujourd'hui vit des heures un peu difficiles, et puis surtout que ce travail-là, partait d'une envie surtout de faire des travaux à longue échéance, ce qui n'est plus nécessairement facile à faire dans la configuration des médias aujourd'hui.
Donc, je poursuis d'une part ce projet parce qu'il a donné lieu à un film, à un documentaire, mais aussi à un livre qui est un livre augmenté. Et ce livre augmenté, en fait, est un livre qui donne accès à des ressources supplémentaires via une application et aussi à des promenades en réalité augmentée. Donc ça occupe une partie de mon temps. Les conférences que je donne et les projections du film ont été évidemment interrompues par les mesures sanitaires depuis 1 an, mais on a espoir que ça puisse reprendre et il y a toujours des demandes de venir présenter ce travail. Et par ailleurs, je continue mon investissement en tant que journaliste d'investigation. Pour l'instant, je travaille sur un sujet tout à fait différent qui est la couverture médiatique, le traitement médiatique du mouvement des Gilets jaunes en Belgique et en France. Vous voyez que ça, mais c'est pas totalement sans rapport parce que c'est un sujet finalement qui est pour lequel mon intérêt est né notamment au travers de la tournée que j'ai faite en 2019, que j'ai démarré fin 2018 avec le film et qui m'a permis de traverser toute la France et d'aller dans des lieux très, très divers, en plein dans le moment où se passait ce mouvement social, ce qui m'a permis finalement d'être au contact avec la réalité de terrain dans différents endroits. Et puis, en Grand Est aussi, où on pourra peut-être en parler tout à l'heure, mais finalement, l'histoire du Grand Est et ce que le Grand Est est devenu, et en particulier la Meuse, n'est pas sans rapport avec le fait que le mouvement des Gilets jaunes était, en tout cas selon moi, c'est une interprétation, mais était et trouver un vivier particulier, notamment autour de Commercy. Donc voilà, je résume très... Alors, je fais plein d'autres choses aussi, c'est un boulot très, très diversifié, mais voilà pour résumer très fortement. Merci beaucoup, c'est super intéressant. Du coup, ça me donne des questions à vous poser, mais sur vos travaux sur les Gilets jaunes, mais ça pourrait faire l'objet d'une autre conférence et d'une autre invitation. Avant de poursuivre, pour rappel, parce que j'ai oublié de le faire et je m'en excuse, les règles de ce soir, c'est de ne pas oublier d'éteindre votre micro, surtout quand vous ne prenez pas la parole. Vous pourrez bien entendu poser toutes les questions qui vous viennent en tête sur le volet discussion de ce Zoom. Avec Simon, nous récolterons toutes les questions et puis nous les poserons par la suite. Et parfois, si ça s'y prête, vous pourrez directement prendre la parole et les poser vous-même. Je pense que ça rendra la discussion d'autant plus vivante. Donc là, on va commencer par faire une présentation du sujet avec le soutien d'une présentation présie. Et donc, Madame Masson-Lutz nous en parlera. Et puis, vous pourrez donc poser vos questions au fil de l'eau, si je peux dire ça comme ça. Très bien. Donc, je ne sais pas, je commence là parce que je ne vois pas la présentation, donc je ne sais pas. Simon, je vais la lancer, c'est en cours. Excusez-moi, ça prend un instant. Je vais peut-être occuper ce temps-là par une question qui, de toute façon, vient en général toujours, et souvent je commence la présentation par ça, c'est comment j'ai été amenée à m'intéresser au paysage de la Première Guerre mondiale, puisque ça a été la porte d'entrée de l'enquête que j'ai réalisée. En fait, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, avant d'être journaliste, j'ai fait des études qui étaient tout à fait différentes et surtout, j'ai été dans ma première partie de vie professionnelle, j'avais un métier qui était archéologue et préhistorienne. Donc, il faut imaginer que la spécialité que j'avais nous emmenait bien loin dans le temps puisque je m'occupais de la période néandertalienne. Et j'étais spécialiste de l'homme de Néandertal et de ses techniques de taille de la pierre. Puis je suis devenue journaliste pour m'occuper du monde aujourd'hui, mais je ne m'intéressais absolument pas, toutes les périodes historiques à peu près m'intéressaient, au-delà de la préhistoire, mais par contre, il y en a une qui ne m'intéressait absolument pas et qui ne m'intéressait que très tardivement, c'est la Première Guerre mondiale. Pour quelle raison? Je pense que simplement, c'était pas l'image que j'en avais, comme sans doute beaucoup
beaucoup de jeunes déjà à l'époque. C'était une guerre pour moi, la guerre des tranchées, qui était une guerre présentée comme sanglante, puis lointaine, des images en noir et blanc, et qui était présentée, en tout cas la mémoire que j'en ai quand j'étais petite, on nous parlait de cette guerre, mais racontée encore sous l'angle des faits militaires plutôt que des faits sociaux. Et certainement pas à l'époque des faits environnementaux ou du lien des hommes avec la terre au travers de la guerre. Mais il se trouve que mes parents sont médecins et qu'ils ont retrouvé dans les archives familiales des courriers qu'un grand-oncle de ma maman avait écrit pendant la guerre à sa marraine de guerre qui était française. Je vous passe les détails de l'histoire, mais ce grand-oncle qui était instituteur avait été engagé comme brancardier dans l'armée belge. Et en fait, son parcours dans la guerre a fait qu'il a eu une marraine de guerre française dont je pense qu'il est tombé amoureux. Malheureusement, ils ne se sont jamais retrouvés puisqu'il est mort lors de la dernière offensive en Belgique au mois de septembre, l'offensive de la libération au mois de septembre 1918. Mais ce courrier était intéressant parce qu'il expliquait comment les services de santé fonctionnaient dans l'armée belge pendant la guerre. Et mon père a commencé une immense enquête qui, au départ de ce courrier, a permis de trouver d'autres archives. Et pendant 20 ans, il a réuni des tas d'archives sur les métiers d'infirmiers, d'infirmières, de brancardiers et de médecins pendant la Première Guerre mondiale. Il s'est retrouvé avec une masse très, très importante de documents et a voulu écrire un livre. Et là, il m'a demandé, parce que j'étais en congé de maternité et il pensait que j'allais m'ennuyer, alors que j'avais déjà 2 ou 3 enfants, je ne sais plus si c'était pour mon 2e ou mon 3e ou 4e enfant, mais bref, il m'a dit, tu vas t'ennuyer, donc pendant ton congé de maternité, tu vas m'aider à écrire ce livre. J'ai dit oui parce que je me sentais un peu obligée, c'était mon papa. C'est toujours mon papa. Et puis, en fait, je me suis prise au jeu parce que j'ai découvert la guerre sous cet aspect de faits sociaux, de changements, de grands changements sociaux qui ont lieu pendant cette période-là, en particulier en ce qui concerne l'histoire des femmes, puisque les infirmières ont eu un rôle très particulier et que ce rôle a participé à l'émancipation féminine pendant cette période. Je vous passe tout ça. Simplement, quand on est archéologue, et même si on ne l'est plus, mais qu'on l'a été, on garde toujours cette espèce de réflexe qui est de ne pas se contenter des sources écrites, mais d'avoir envie de tâter le terrain, ce retour à la terre et aux sources matérielles. Et en fait, ça m'a donné envie d'aller voir ce qui restait de cette guerre 100 ans après sur le terrain. Et je me suis dirigée vers Verdun. Et plus particulièrement, j'ai abouti, non pas à Verdun même, mais à une vingtaine, trentaine de kilomètres de là, sur la butte de Vauquois, qui se trouve en Argonne. Et où, enfin, Vauquois était un petit village, enfin, pas si petit que ça, mais un village de la Meuse, qui a été... on pourrait résumer toute la guerre en fait au travers simplement de ce lieu. Il y en a d'autres évidemment, hein, mais sur la ligne de front, une colline sur laquelle les Allemands et les Français vont se battre pendant 4 ans, au point de ravager totalement cette colline qui après n'a jamais pu, enfin le village a été totalement détruit. Cette colline ressemble aujourd'hui à une sorte de volcan, puisqu'elle a été éventrée par des explosions de mines, puisqu'on a fait la guerre des mines. Une fois il y a un stade de la guerre, à partir du moment où les belligérants se rendent compte en fait que finalement leurs forces sont assez égales, eh bien ils vont s'enterrer non seulement dans les tranchées, mais ils vont essayer, puisqu'ils ne parviennent pas à prendre par-dessus terre, vont essayer de descendre sous terre pour aller poser des mines sous les lignes ennemies et ainsi essayer de renverser les rapports de force, ce qui ne va pas non plus fonctionner, mais qui va créer des ravages humains et environnementaux tout à fait inédits pour l'époque.
Et quand je me suis retrouvée là, en fait, je savais évidemment pas encore tout ça. Par contre, ça a été simplement un choc intellectuel, émotionnel, philosophique, comme il en arrive peu dans une vie, je pense. Vraiment, ça a été un moment très particulier parce que Vauquois est en même temps ce lieu où les cicatrices sont visibles et terriblement, elles sont prégnantes et on ressent quelque chose encore de très très fort sur place. On comprend bien que des drames se sont joués là. Et en même temps, la nature est revenue. Et donc, on a cette sensation comme ça très paradoxale de se trouver dans un lieu à la fois d'une mémoire très douloureuse et en même temps de la vie qui a repris place à cet endroit-là sous une forme particulière qui est la résilience de la nature, puisque le village n'a jamais été reconstruit au-dessus de la colline. Ce qui me posait plein de questions. Alors, il y avait aussi le fait que depuis cet endroit-là, le paysage est absolument magnifique et somptueux, et on peut avoir une vue très, 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 très large. Je ne sais pas si on peut passer à la diapo suivante, mais je pense que ça montre des images de Vauquois. Voilà, ça c'est une petite image de Vauquois. Je pourrais vous en montrer éventuellement d'autres, mais ça donne une idée. Et en fait, ce paradoxe en fait, dont j'ai pris conscience à ce moment-là, c'était que on avait choisi, et c'est ce qu'exprime Yves Lacoste, le géographe, donc ce que j'ai ressenti intuitivement et que j'ai pu vérifier par la suite, avait déjà été évidemment théorisé par d'autres personnes, mais que parmi les endroits d'où l'on peut voir un paysage, celui dont la vue est la plus belle est presque toujours celui qui est le plus intéressant dans un raisonnement de tactique militaire. Et en 14-18 en particulier, eh bien, on s'est battu dans des endroits magnifiques. Et encore aujourd'hui, si vous fréquentez cette ligne de front, vous verrez que vous avez des paysages et des vues tout à fait exceptionnelles. Donc, c'était un paradoxe. Et quand je suis rentrée chez moi, en fait, j'ai vraiment eu envie de savoir si Vauquois ou si Verdun étaient des lieux isolés qui avaient été conservés pour la mémoire notamment, ou si ces paradoxes se retrouvaient dans d'autres endroits du front. C'est-à-dire, la question que je me suis posée, c'est que sont devenus, de manière beaucoup plus vaste, tous les territoires qui ont été meurtris par la Première Guerre mondiale. Mais je ne savais pas du tout, en fait, quand je suis rentrée, Internet existait déjà. Et donc, j'ai commencé à chercher ce qui avait été écrit sur ça. Et il n'y avait vraiment, vraiment pas grand-chose. Et je me doutais absolument pas, mais vraiment pas une minute, que je me lançais dans un travail gigantesque qui m'a pris, on va dire, à peu près une dizaine d'années. Parce que ce que j'ai voulu faire, ce n'était pas juste étudier la question d'un point de vue purement théorique et avec des sources écrites, d'autant qu'il y en avait finalement peu, mais c'était vraiment de pouvoir aller sur place pour voir dans chaque région ce qu'il restait et comment ces terres s'étaient métamorphosées pendant la guerre et après la guerre. On peut passer à la dia suivante. Alors, c'est un vaste travail parce qu'en fait, la ligne de front, c'est 700 kilomètres. Donc, ça part de la mer du Nord et ça va jusqu'à la frontière suisse. C'était donc c'est un territoire d'une ampleur gigantesque. Il faut savoir que ce qu'on appelle la ligne de front, c'est plus qu'une ligne, hein, sur cette bande, c'est une bande de territoire qui fait plusieurs centaines de mètres à plusieurs kilomètres, voire dizaines de kilomètres d'épaisseur, puisque la ligne, en fait, c'est une double ligne avec un no man's land entre la première ligne de chaque belligérant et derrière ça, toute une série de tranchées et de lignes de tranchées secondaires, mais aussi qu'en fait, en fonction de là où se trouve l'artillerie, eh bien, on va avoir une portée qui fait que le front va s'étendre et les dégâts sur le front vont s'étendre jusqu'à 20 ou 30 kilomètres certainement de la première ligne. Sur cette bande de territoire, on s'est battu pendant 4 ans. Ça, c'est vraiment la spécificité de la Première Guerre mondiale. C'est son aspect statique. C'est que finalement, pendant 4 ans, pour les raisons que j'ai déjà dites tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on se retrouve finalement avec des belligérants dont les forces, on va dire, sont à peu près égales,
et que donc on a une cristallisation du front. Et comme on a cette cristallisation avec en même temps une puissance d'armement inédite jusqu'à l'époque, et que cette ligne de front va servir aussi en quelque sorte de laboratoire pour des innovations dans le domaine de l'armement, en particulier donc des engins explosifs, mais aussi des engins à la fois explosifs et chimiques, on va avoir des dégâts absolument gigantesques. Jusqu'à cette période-là, on n'avait pas eu sur un tel territoire des bouleversements créés par l'être humain d'une telle ampleur. Et on peut dire encore jusqu'à ce jour que sur une telle portion de territoire, c'est inédit, encore jusqu'à ce jour. Parce que les formes de guerre qui ont suivi ont été différentes. C'est-à-dire qu'en 40-45, bien sûr, c'était aussi une guerre mondiale. Il y a eu aussi certains dégâts, mais ce sont des dégâts qui ont été, comment dire, les batailles ont été plus ponctuelles à certains endroits avec des avancées, mais pas une guerre statique pendant 4 ans dans les mêmes territoires, avec un bombardement quasiment permanent, qui fait qu'au bout de ces 4 années de guerre, en plus avec des munitions qui pouvaient parfois entrer très profondément dans la terre, hein, donc les obus qu'on utilise en 14-18 sont d'une grande puissance, mais en plus de ça, vont avec les modifications du terrain qui sont liées notamment à l'érosion qui est causée par d'abord les dégâts en surface, hein. L'absence de végétation va faire qu'il va y avoir une liquéfaction partielle ou totale de certains sols, et certains obus vont pouvoir s'enfoncer jusqu'à parfois 20 mètres de profondeur. Et on estime que sur ces territoires-là, eh bien, 80 à 2000 mètres cubes de terre ont été bouleversés par hectare, donc c'est absolument gigantesque. Et ça veut dire qu'on se retrouve à la fin de la guerre avec ce qu'on appelle, enfin, ça on peut passer à la dia suivante, mais enfin, à la présentation suivante, voilà. Alors, ces dégâts, c'est plus que labourer la terre, hein. Là, vous avez, la question que je pose d'habitude, c'est un peu compliqué parce que je ne vous vois pas, et d'habitude, je donne des conférences où je vois les gens et donc il y a plus de réactivité. Et ce que je leur demande à ce moment-là, c'est à quoi vous fait penser cette image? Et en général, on me répond, si vous dites, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui a une idée. Un paysage lunaire. Exactement. Et en fait, c'est effectivement, ça c'est Verdun en 1916, pendant la bataille. C'est pas à la fin de la bataille, hein, c'est pendant la bataille. Je crois que si on fait une avancée, je pense qu'on a la date exacte. De mémoire, ça doit être peut-être au mois de mai 1916. Et en fait, ce qu'on voit, on voit encore les cratères d'obus. Il faut savoir qu'au fur et à mesure que les cratères vont se recouvrir les uns les autres, on a une sorte d'effet de peau d'orange. Ici, on peut encore lire le tracé des tranchées. Mais à la fin de la guerre, même le tracé des tranchées n'est plus lisible à certains endroits du front, tellement le sol est bouleversé. Cette image de la Lune, les soldats eux-mêmes vont en parler. C'est-à-dire que comme les premières vues aériennes, c'est une période d'innovation, on l'a dit, notamment aussi par rapport à la photographie aérienne qui va être utilisée pendant la guerre. Et donc, il y a cette conscience déjà à l'époque de cette analogie, en fait. On peut passer à l'image suivante. Donc, tout ça pour dire, voilà, on voit la date, hein, 19 mai, j'avais raison, donc c'est bien au mois de mai, 19 mai 1916, donc on est vraiment pendant la bataille. On peut passer suivante. Donc 10 à 40 000 ans d'érosion, ça équivaut, donc les bouleversements qu'on a fait subir à l'environnement à ce moment-là, la métamorphose qui a été subie par les territoires dévastés, a été comparée par un géographe
dès 1997, Paul Arnoux, qui explique que c'est l'équivalent de 10 à 40 000 ans d'érosion naturelle, c'est-à-dire l'équivalent d'une glaciation sur les sols. Donc, totalement inédit. Mais ce qui est intéressant et que je ne savais pas et que ce dont on va parler, c'est que bien sûr la guerre a modifié le paysage, mais que finalement, ce dont je me suis rendu compte après en allant sur place pour voir, évidemment, tous ces territoires ne sont pas restés comme ça et ils ont été reconquis. Et que finalement, les mesures qui ont été prises après la guerre ont au moins eu autant d'impact sur les paysages que la guerre elle-même. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important à comprendre. Il y a des endroits qui ont été conservés, mais ils sont tels que Vauquois, par exemple, ou Verdun. Mais finalement, ce sont un peu des exceptions. Parce qu'au fur et à mesure, après-guerre, au cours des années 20 et jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, la reconquête des terres, la remise en état des terres a effacé énormément de traces, en tout cas en surface. Et ça, on verra par après qu'il y a d'autres traces, même quand elles ne sont pas visibles en surface. Donc, il y a vraiment, voilà, je passe quelques éléments parce qu'on ne pourra pas tout voir, mais ça, c'est cette boue dont je vous parlais. Donc, l'érosion des sols par le fait que d'abord, toute la végétation va être complètement ravagée, va faire qu'on va avoir des phénomènes de liquéfaction des sols, notamment des boues, et certains théoriciens de l'environnement ont même émis l'hypothèse que la pluviométrie dans certaines zones du front ait pu augmenter. À cause de quoi? À cause des particules fines qui se trouvaient dans l'air suite au bombardement. Donc dans les endroits, c'est possible, c'est pas prouvé, mais c'est une hypothèse, et que la pluie cumulée à ces sols complètement déstructurés a en tout cas fait que la boue était un élément très très important et qui a été finalement un ennemi commun des belligérants d'un côté comme de l'autre. Je parle d'ennemis communs parce que ce n'est pas juste une boue qui est handicapante pour les mouvements et qui est handicapante aussi en termes de bien-être, si on peut parler de bien-être dans les tranchées, mais bon, voilà, c'était quand même, il faut imaginer que les soldats pouvaient être couverts de boue et que c'est froid et que c'est pas agréable et que ça rendait les choses compliquées. Mais au-delà de ça, c'est une boue qui est meurtrière. Des chevaux, des hommes se sont parfois noyés dans la boue. On le voit un petit peu dans le film 1917 qui, je pense, du point de vue vraiment des images et de la documentation, en tout cas sur ces questions environnementales, m'a paru assez bien fait. Mais pour donner une comparaison, on a eu des images, je crois c'était dans les années 80, suite à un tremblement de terre en Amérique du Sud, une petite fille qui était prise dans une boue et qui se noyait dans la boue. Eh bien, des scènes de ce type-là ont existé en 14-18. On en a des témoignages dans la littérature de guerre. Donc voilà, on peut passer à l'image suivante. Donc tout ça pour dire qu'en fait, la question qui se pose et que j'ai posée d'emblée dans mon travail, qui était à la fois un travail journalistique, anthropologique et historique, c'était est-ce que les soldats, les combattants avaient, et plus largement, je veux dire la population de l'époque, avait une conscience environnementale par rapport à justement ce qui était infligé à ces territoires. Est-ce que c'était une question qui se posait? Alors, je dois bien dire qu'au départ, quand j'ai posé cette question, on a un peu ri sous cape, en tout cas, de moi, en disant, enfin, cette question est complètement idiote. Pendant la Première Guerre mondiale, pour les soldats, a fortiori, l'attention va aux pertes humaines et pas aux dégâts qui peuvent être faits sur l'environnement. Ce n'est pas une préoccupation. Et très rapidement, dans mes recherches, dans les archives, qu'elles soient écrites ou qu'elles soient des témoignages notamment artistiques,
parce que certains soldats du front sont des artistes, certains engagés d'ailleurs aussi dans les services d'illustration enfin, les services qui utilisent l'illustration pour les tactiques de guerre. Eh bien, en fait, ces artistes et ces témoignages écrits, qui viennent parfois, à l'époque, tout le monde écrit, hein, même le plus simple paysan, et en fait, la plupart des soldats, qu'est-ce qu'ils sont avant d'être des soldats, qu'est-ce qu'ils étaient, quelle était leur occupation avant d'être des soldats? Ce sont des agriculteurs, des paysans. Et donc cette attention par rapport à la terre, elle est présente, elle est permanente, et c'est vraiment très très intéressant. Au-delà de simplement, bon, ils vont se battre et souvent c'est dans des champs, donc parfois il peut rester encore des restes de culture au début de la guerre, hein, donc il y a pas mal d'écrits là-dessus. Quand ils quittent, quand ils partent en guerre, on est en pleine période des moissons, il va y avoir plein de questions là-dessus, et puis ils laissent leurs femmes derrière eux. Donc il y a des échanges qui se font sur ça, et des questions qui se posent sur est-ce que ces terres qu'on est en train de dévaster seront un jour à nouveau cultivables? Cette question, elle se pose. Au-delà de ça, il y a toutes les questions métaphysiques, on va dire, qui apparaissent notamment, et ça je l'ai beaucoup vu en ce qui concerne les arbres, parce qu'en fait, vous le voyez sur cette photo que je trouve exceptionnelle, on ne voit pas très bien les soldats qui sont enfoncés dans la tranchée, donc je trouve que ça rend très très bien l'idée de ce que c'était. Et puis les seules choses qui sont dressées sur le sol, ce sont des arbres. Donc dans le no man's land, entre les deux premières lignes, ce qui reste encore debout pendant un certain temps, mais ça ne va pas durer, ce sont les arbres. Et comme ces arbres, au fur et à mesure, vont être atteints, eh bien, ils sont déchiquetés petit à petit, leurs silhouettes vont s'abîmer. Et eh bien, il y a de nombreuses descriptions qui font l'analogie, en fait. Donc, il y a une forme d'identification des soldats par rapport aux arbres. Ils décrivent ces arbres mourants un petit peu, et les souffrances de ces arbres comme leurs propres souffrances. J'avais mis un petit extrait là de Barbus, je pense. C'est les grands peupliers de bordure sont fracassés, les troncs déchiquetés. À un endroit, c'est une colonnade énorme d'arbres cassés. Puis nous accompagnant de chaque côté dans l'ombre, on aperçoit des fantômes nabots d'arbres fendus en palmiers ou tout bousillés et embrouillés en charpie de bois, en ficelles, repliés sur eux-mêmes et comme agenouillés. Donc on voit bien en fait cette image qui est utilisée pour relier les souffrances humaines et les souffrances de la nature, cette identification à la nature meurtrie. Il y a aussi, en fait, à l'époque, il faut se remettre dans le contexte de l'époque, finalement, les sciences naturelles sont en pleine expansion et vulgarisation, et beaucoup de soldats ont une forme de culture de tout ça, et notamment, on a des carnets d'ornithologues, de botanistes, donc de soldats qui, en étant sur le front, font des observations de la nature autour d'eux. On peut passer à l'image suivante. J'ai pas la transition, je sais pas si on est... Ah, voilà. Donc, voilà, c'est cette nature, en fait... alors, on imagine la guerre comme un bombardement permanent. Ce n'est pas le cas. Hein. Il va y avoir, évidemment, pendant 4 ans de guerre, sur tout le front, il y aura des bombardements, des tirs d'obus, mais il y a aussi des périodes d'accalmie, des périodes où rien ne bouge, et la nature a horreur du vide, elle remplit très vite ce vide. Et donc, cette reconquête, finalement, elle n'attend pas que la guerre soit terminée. Dès qu'il y a une accalmie sur le front, on a des observations de la faune qui revient, avec des observations d'oiseaux, ce genre de choses. Mais aussi, on a très rapidement, à un certain moment, une flore qui se met à pousser sur les terrains dévastés. Ça, c'est un phénomène qui est bien connu. Quand on a un terrain qui repart de zéro, ben, je vous invite à faire l'expérience. Hein. Vous mettez un terrain qui est en friche, vous enlevez toute la végétation dessus, vous laissez simplement reposer la terre. S'il pleut 3 fois, vous allez commencer à avoir de nouveau des mauvaises herbes qui vont pousser dessus. Et il ne faut pas 3 mois ou 6 mois pour que ce soit le cas. Il suffit que ce soit la saison. Il y a toute une série de graines qui sont en dormance dans la terre,
qui vont se réveiller une fois que les conditions sont remplies. Et en particulier, là, comme on a plus du tout de végétation type forestière, par exemple, de couverture forestière, eh bien, on va avoir toute une série de graines qui se trouvaient dans le sol, qui n'avaient pas eu la possibilité de germer sous un couvert et qui vont se mettre à germer. C'est en particulier le cas de certaines plantes comme les bleuets, les marguerites, les coquelicots, qui étaient présentes dans les champs, mais qui vont trouver dans les bouleversements du sol. En fait, il faut imaginer aussi que comme les sols sont terriblement bouleversés, il y a certaines matières du sol, comme des matières crayeuses ou sableuses, qui vont émerger en surface alors qu'elles étaient enfouies sous l'humus ou sous la terre arable. Et en fait, ces conditions vont faire qu'on va avoir à certains endroits des nuées de bleuets, de marguerites, de coquelicots qui vont énormément impressionner les soldats, en particulier les coquelicots, puisque les coquelicots, c'est rouge sang, rouge garance, comme le pantalon aussi. Et donc, ces images vont avoir une importance symbolique très particulière. Le coquelicot, en particulier dans les Flanders Fields, donc les champs de Flandre, les champs de bataille de Flandre, va impressionner un soldat qui s'appelait le colonel John McCrae, qui était médecin. Et à l'époque, pendant la guerre, on enterre les morts quasiment sur le front, parfois sur le front même, avec une récupération des corps qui se fait plus tard. Mais on les enterre, on fait des sépultures très rapidement pour que quand même les corps puissent être retrouvés. Et dans ces sépultures, autour de ces sépultures primitives, on va avoir, provisoires, on va avoir une émergence à certains endroits de centaines, de milliers de coquelicots qui impressionnent John McCrae, qui va réaliser un poème qui va être publié dès la fin 1915 dans un journal britannique qui s'appelle In Flanders Fields et qui décrit notamment ces coquelicots. Et c'est comme ça, en fait, que le coquelicot va finir par devenir ce sont des femmes qui vont d'ailleurs s'approprier d'abord ce symbole pour réaliser des coquelicots artificiels et les vendre pour venir en aide, notamment aux enfants des zones dévastées. Et recueillir de l'argent, notamment aux États-Unis par rapport à ça. Et c'est finalement aussi comme ça, suite à ça, que le coquelicot va devenir dans le Commonwealth un symbole jusqu'à ce jour de la mémoire de la Première Guerre mondiale et plus largement de la mémoire des 2 guerres mondiales. Donc, on a eu le même phénomène par rapport au bleuet en France, puisque le bleuet de France a aussi été utilisé pour ses œuvres caritatives et est encore utilisé pour les œuvres caritatives en rapport avec les blessés de guerre et leurs familles. Et en Belgique, on avait la marguerite qui a été utilisée de la même façon. Alors, pour le bleuet, c'est un peu différent, la symbolique, parce que, en fait, faut savoir, je vous ai parlé du pantalon rouge garance, mais en fait, une fois qu'on a donné un nouvel uniforme aux soldats français, cet uniforme était bleu, et donc les nouvelles recrues qui arrivaient sur le front étaient les premières dotées de ce nouvel uniforme. Et c'est comme ça que les soldats qui étaient déjà là ont surnommé ceux qui arrivaient, c'était des bleus, en fait, donc des bleus, des bleuets. Et donc, cette symbolique, cette image est passée par cette forme-là. Donc, voilà, on peut passer à l'image suivante. Donc, ces fleurs, évidemment, impressionnent. Ce sont des symboles de vie, et la vie qui revient impressionne les soldats. Il y a tout de suite cette conscience que les ravages, effectivement, sont majeurs, mais qu'en même temps, la force de la nature est très impressionnante. Et c'est à la fois porteur d'espoir et de réconfort pour les soldats, et en même temps, on va très rapidement avoir cette peur aussi que si la vie reprend, si la nature reprend, les traces s'effacent et que donc il n'y ait plus de conscience et plus de mémoire des souffrances endurées par les soldats. Et ça, c'est intéressant parce que c'est vraiment quelque chose qui va faire débat après la guerre. C'est-à-dire, comment peut-on
conserver dans le paysage des traces des souffrances endurées, puisqu'il y a vraiment cette conscience que finalement, ce qui est dans le paysage, ce qui est dans l'environnement est une image et donne l'image des ravages humains. C'est important pour les soldats de conserver ces lieux, et en même temps, il y a la conscience que c'est très difficile de conserver un terrain en l'état, un terrain ravagé en l'état, pour les raisons que je vous ai expliquées. Et autour de Verdun en particulier, parce que assez rapidement après-guerre, on décide que Verdun sera une de ces zones en particulier de mémoire. Je reviendrai après sur les facteurs qui ont qui ont favorisé ce choix, parce que ce n'était pas que des facteurs de mémoire. Mais il y a ce débat qui est de dire, est-ce qu'on peut laisser le terrain en état, ou bien est-ce qu'il faut le gérer d'une certaine façon? Parce que sinon, la nature revient, et elle revient de manière anarchique. Et si elle revient de manière anarchique, eh bien, on ne voit plus non plus les traces. Et donc ça va être une vraie question, une question très, très importante de débat. On va revenir dessus tout à l'heure. Donc voilà, j'ai une petite phrase que j'avais notée. Nous aurons beau inventer des moyens de détruire, il restera toujours de belles choses, et ce que nous aurons fait de mal à la nature sera peu de choses à côté de toutes les beautés qui survivront. Donc c'est Ferdinand Belmont, qui était soldat, notamment, qui a fréquenté notamment le front à Verdun. Et puis là, on a une peinture de Mathurin Méheut qui faisait partie des services français de l'armée, qui utilisait les artistes illustrateurs. Et là, il envoyait, en fait, sa femme lui envoyait du papier et des peintures, des pastels, pour qu'il puisse continuer à faire des choses aussi pour lui, pour son plaisir, pour son travail artistique. Et cette œuvre, qui n'est qu'une parmi d'autres qu'il a faites et qu'il renvoyait à sa femme, chaque fois qu'il avait fait quelque chose, il accompagnait ses courriers, et il expliquait dans ses courriers aussi ce que représentait, ou la sensation qu'il avait eue autour de la réalisation d'une œuvre. Et le guetteur au bois de la Grurie, alors il faut imaginer le bois de la Grurie, qui se trouve c'est pas très loin de Verdun, c'est en Argonne, pas très loin de Vauquois d'ailleurs. C'est un endroit où il va se passer des combats totalement terrifiants. C'est vraiment des pertes énormes. Et là, en fait, Mathurin Méheut explique à sa femme comment, dans les moments d'accalmie, cette nature on est dans la forêt d'Argonne, cette nature qui est foisonnante reprend très rapidement le dessus et donne lieu à des images qui réconfortent, des images, des sensations, des vécus qui réconfortent énormément les soldats, mais qui aussi sont complètement surréalistes. Et je trouve que cette image le montre très bien, cette énorme sauterelle verte qui est vraiment un symbole de la vie qui grouille, avec un soldat terré dans la tranchée derrière. Donc c'est voilà, le genre d'image très paradoxale qui ont vraiment, dont les soldats ont parfois eu véritablement conscience. Voilà. On peut passer à l'image suivante. Oui, donc ça c'est un détail, c'était pour montrer voilà, le reste de petites plantes là, qui poussent sur le bord de la tranchée. Alors j'ai trouvé dans les archives des choses un peu extraordinaires. Dans certaines tranchées, certains ont même réalisé des potagers. Donc c'était pas que les potagers à l'arrière, il y avait des passionnés, puis surtout, voilà, la qualité de la nourriture et la quantité de nourriture n'était pas toujours suffisante, donc certains se sont adonnés au jardinage jusque dans les tranchées, évidemment à des endroits où le front était relativement calme pendant suffisamment de temps pour ça. On peut passer à la suite. Donc voilà, je ne reviens pas là-dessus, mais la particularité, très brièvement, c'est que c'est un laboratoire à ciel ouvert. La Première Guerre qui est industrielle, tant dans les innovations qui vont être faites en termes d'armement, que dans les quantités et la diversité de l'arsenal qui vont l'arsenal qui va se diversifier énormément, notamment avec l'utilisation des armes chimiques. Les quantités sont absolument gigantesques. Il a fallu beaucoup de temps pour pouvoir les évaluer parce qu'on n'en avait pas d'idée très précise. Mais il faut savoir qu'on estime à 1,5 milliard de projectiles, tous projectiles confondus, c'est-à-dire obus, grenades, ont été utilisés sur les 4 années de guerre. 30 à 40%, on peut passer à l'image suivante, 30 à 40%
n'ont pas explosé, c'est-à-dire qu'ils ont été projetés et pour toute une série de raisons, ce 20 à 30% en fait n'ont pas explosé, pour toute une série de raisons, soit parce qu'on est encore dans un processus qui à la fois est industriel, mais qui est quand même encore expérimental, donc elles ne fonctionnent pas toutes. D'autre part, la nature du terrain fait que parfois la munition, le choc n'est pas suffisant, la munition s'enfonce sans avoir eu l'occasion d'exploser. Ce qui veut dire qu'elle reste dangereuse. Et d'autant plus dangereuse qu'un choc s'est quand même produit, et donc elle peut exploser à tout moment, par un choc ultérieur ou par d'autres types de lésions qui peuvent être créées. Ce qui fait qu'en fait, après la guerre, on s'est retrouvé avec un gigantesque problème, puisque ces munitions étaient réparties sur l'ensemble de ce terrain et que ça posait un problème tout à fait inédit de remise en état des terres qui impliquait de devoir débarrasser ces terres de ces quantités astronomiques de munitions. Munitions qui n'étaient pas toutes, alors il y a celles qui étaient en surface, mais évidemment, celles qui se sont enterrées, enfoncées dans le sol, c'est pas facile de les retrouver. Donc il y a un premier nettoyage qui a été fait après-guerre, dans les années 20, enfin à partir de fin 1918, très rapidement, parce qu'évidemment tout ça était extrêmement dangereux. Dès que la guerre était terminée, les populations sont revenues et ces munitions ont constitué un énorme danger pour les populations locales. Et empêcher aussi, évidemment, la reprise des terres pour la culture, qui était quelque chose, évidemment, d'extrêmement important. Il fallait pouvoir nourrir la France, nourrir la Belgique, qui avait beaucoup souffert pendant la guerre. Donc, il y avait une urgence aussi de récupérer les terres. Ce travail n'a pas été achevé correctement par difficulté et impossibilité, c'est-à-dire que même jusqu'à ce jour, ce qui n'avait pas été ramassé en surface a posé problème parce que finalement, ça ressurgit avec le temps, sous l'effet de différents types d'érosion. Il y a l'érosion agricole, c'est-à-dire que dans les champs cultivés, eh bien, chaque année, les instruments de culture font qu'il y a une érosion, et donc les munitions vont avoir tendance à remonter véritablement. Ça, c'est un phénomène archéologique. Hein. Vous allez vous promener dans un champ, vous allez trouver des tessons de poterie qui datent de la période romaine, voire même des silex taillés qui datent de périodes préhistoriques. Eh bien, véritablement, oui, on peut dire d'une certaine manière que ces objets du passé remontent, simplement parce que, imaginez, quand il y a des particules fines dans le sol, elles vont avoir tendance, avec l'érosion, à pouvoir s'enfoncer dans le sol et donc faire remonter quelque part les objets les plus gros, les plus épais. Hein, c'est comme si vous aviez des gros cailloux dans un bocal et que vous mettez du sable. Ben, le sable, au fur et à mesure, va descendre en dessous des gros cailloux. En tout cas, les gros cailloux vont émerger, la pointe des gros cailloux va émerger au fur et à mesure que le sable va descendre. Donc l'érosion mécanique, les pluies évidemment, et puis toute une série de travaux, d'urbanisation, ce genre de choses font que chaque année, en France, on ramasse encore aujourd'hui jusqu'à 500 tonnes de munitions par an, toutes guerres confondues, mais la plupart sont quand même des munitions datant de 14-18. Sachant que, en fait, la manière dont a été géré ce désobusage après la Première Guerre mondiale a été difficile et désorganisé pour toute une série de raisons. On n'était pas préparé. On n'avait jamais pensé à ce qu'on allait devoir gérer après-guerre. On a conçu toutes ces munitions et cet arsenal absolument gigantesque, mais sans penser à l'après. Et donc, il n'y avait pas de service organisé pour ça. Le service de déminage, il n'est issu en fait que de l'expérience du désobusage de 14-18 qui a servi après 40-45 à monter un service de déminage, de débombage d'abord au départ, et qui, une fois qu'il a terminé le travail sur les munitions de 40-45, qui était pas plus facile, mais quand même
qui n'avaient pas la même ampleur et qui étaient beaucoup plus pointues à certains endroits, mieux localisées, mieux préparées, mieux pensées. Eh bien, on a décidé, après la Deuxième Guerre mondiale, de maintenir ce service pour parachever, terminer le travail sur les munitions de 14-18 qui n'avaient pas encore été achevées. Mais il n'est toujours pas achevé. Pour les raisons que j'ai dites tout à l'heure, ces munitions enterrées très profondément et qu'on ne peut pas détecter parce qu'en fait, ça demanderait un coût absolument gigantesque. Ce n'est pas impossible d'un point de vue technologique, mais la densité des munitions qui sont réparties comme ça sur un territoire gigantesque, ça demanderait beaucoup de moyens pour aller récupérer des munitions qui finalement ressortent petit à petit. Et on a fait une sorte de calcul en disant, bon, voilà, bénéfice-risque, laissons-les émerger comme ça et récupérons-les au fur et à mesure. Donc en France, 500 tonnes par an. En Belgique, environ 250 tonnes de munitions par an. On peut passer à l'image suivante. Mais c'est ce qu'on appelle les moissons de fer. Les moissons de fer, au départ, la population va y prendre part aussi. Parce que récupérer les munitions, récupérer le métal, parce qu'il n'y a pas que des munitions, il y a aussi énormément d'engins métalliques sur les champs de bataille. Le métal, on en a besoin et surtout, ça a une valeur marchande. Et donc, dans des endroits où finalement les terres ne sont pas encore cultivables, toute une partie de l'activité des populations locales va constituer en la récupération de ces ferrailles pour les revendre et se faire un peu d'argent et pouvoir survivre grâce à ce travail-là. Donc ça, c'est une chose et ça a duré assez longtemps. Voilà. Il y a des sociétés évidemment qui se sont montées aussi au travers de ce travail-là. Je passe sur ce détail-là. On peut passer à l'image suivante parce qu'à côté, alors ça c'était pour parler en fait du fait que ces munitions, dans les années juste après-guerre et jusqu'à la fin des années 20, vont faire encore énormément de victimes. Mais elles ont continué à faire des victimes jusqu'à ce jour. L'association Rambin des Bois a fait, donc c'est une association loi 1901 en France, a fait un suivi en fait au travers des faits divers de la presse dans toutes les régions de l'Ancien Front, des faits divers qui impliquent des munitions des guerres historiques, et c'est en particulier celle de 14-18 hein, qui donne lieu au plus grand nombre de faits divers. Il y a énormément d'incidents chaque année. On peut le voir dans les faits divers de tous les médias. En Belgique, le dernier mort causé par ces munitions date de... C'était 2 personnes, d'ailleurs, je pense, c'est 1 ou 2 personnes de 2014. C'était un chantier dans la région de Ypres et les ouvriers de ce chantier qui sont décédés ou qui ont été blessés, il y en a au moins un qui est décédé, étaient des sous-traitants qui ne provenaient pas de cette région-là, qui n'avaient aucune connaissance historique de ce qui s'était passé dans cette région-là, et donc qui n'ont pas réagi, on ne peut pas leur en vouloir, hein, mais, chez les pauvres, ils ont vraiment fait les frais, mais ils ont leur engin à taper dans une munition et ils n'ont pas réagi à temps que pour éviter l'explosion. Ils sont morts dedans. Bon, aujourd'hui, il y a alors ce décompte des morts d'après-guerre, donc des morts d'après l'armistice, n'a jamais été fait officiellement. C'est-à-dire que les victimes de guerre d'après-guerre n'ont pas de reconnaissance officielle. Pourtant, elles sont bien mortes des suites de ces munitions de guerre. Il y a un événement et cette statue que j'ai mise là, en fait, c'est un monument mortuaire qui se trouve dans le cimetière de Glun, en Belgique, qui remet en mémoire un événement terrible qui s'est passé le 16 janvier 1919. Ce sont des enfants du village de Glun qui jouent tous ensemble. Vous pouvez imaginer une scène comme dans la guerre des boutons, quoi. Hein, vous avez tous les enfants du village qui sont tous en train de jouer à une chasse au trésor et ils ont trouvé. Et le trésor qu'ils trouvent, c'est une caisse de munitions, mais ils ignorent que ce sont des munitions.
et il y en a un qui va mettre le feu à la caisse pour pouvoir l'ouvrir. Et c'est une explosion terrible. Je crois qu'il y a une vingtaine d'enfants qui sont morts, déchiquetés, retrouvés en lambeaux dans cette prairie. Donc, il faut imaginer sur un village qui n'était pas immense à l'époque, c'est presque toute une génération d'enfants qui disparaissent et qui est une génération au-dessus qui est meurtrie en fait par cette disparition. Donc il y a une urgence, c'est pour dire ça aussi. Il y a une conscience du danger, mais il y a aussi une urgence de gérer ces munitions après-guerre alors qu'on n'a pas encore et qu'on ne dispose pas de tous les moyens. On a des pays à reconstruire, une économie à reconstruire, des soldats qui veulent rentrer chez eux. Donc, il y a toute une série de facteurs qui font que c'est très compliqué. On peut passer à l'image suivante. Mais finalement, la plus grosse difficulté, ce dont on va s'apercevoir bien plus tard, c'est que ce ne sont pas tant les munitions au-delà de ces morts qu'on aimerait éviter, et qu'on a quand même globalement évité à partir de la fin des années 20 parce que le ramassage de surface a été terminé. Après, il a fallu beaucoup de temps pour se rendre compte qu'il y avait un autre danger lié à ces munitions et pas celles qui avaient été projetées, mais en fait au stock de munitions qui se trouvaient parfois bien loin de la ligne de front, qui sont soit sur la ligne de front, soit à l'arrière, soit encore plus loin à l'arrière, jusque sur les zones de production. Donc, un territoire encore plus vaste. Et que ces stocks de munitions, eux, qui n'ont pas toujours été localisés, qui parfois étaient cachés, avec le temps, vont se dégrader et vont commencer à rejeter les poisons qu'ils contiennent dans l'environnement. On en a pris conscience qu'à partir des années 2000, et notamment un événement en particulier, ça a été autour de 2010-2011, si ma mémoire est bonne, par l'émergence d'un problème qui était inconnu jusqu'alors, l'apparition des perchlorates dans l'eau de distribution. Alors, pour être beaucoup plus juste, ce n'est pas les perchlorates qui se sont mis à apparaître soudainement en 2011, simplement à partir des années 2000 aux États-Unis, en raison d'un problème lié à des usines d'armement, on va développer des tests de l'eau de consommation qui sont des tests qui recherchent les perchlorates. Les perchlorates sont des perturbateurs endocriniens soupçonnés est fortement soupçonné de causer des torts donc au système endocrinien, mais plus particulièrement de pouvoir générer ou être facteur des troubles de l'autisme chez l'enfant. Et c'est une enquête qui a lieu aux États-Unis parce que dans certains endroits, il y a une inquiétude de la population, que les gens se posent des questions, il y a un taux d'autisme supérieur à ailleurs, il y a ces usines qui sont là, finalement des recherches sont faites et on observe à ce moment-là qu'il y a bien trop de perchlorates dans les eaux de distribution. Or, les perchlorates viennent d'où? Eh bien, ils viennent pas de milliers d'industries. Ils peuvent venir de l'industrie aéronautique, ils ne sont pas présents naturellement dans l'environnement, donc industrie aéronautique ou industrie de l'armement. Une fois que des tests sont disponibles, la France s'en est procurée et c'est comme ça, en fait, on ne trouve que ce qu'on cherche et au fur et à mesure, on affine les tests sur la qualité de nos eaux de consommation. Et donc, il va y avoir des tests qui vont être faits, notamment dans le nord de la France, et les agences régionales de santé du Nord vont tirer la sonnette d'alarme en 2011 parce qu'ils observent un taux de perchlorate supérieur à ce qui est recommandé. Il n'y avait pas encore de recommandation officielle en France à l'époque. En tout cas, observe une anomalie dans le taux de perchlorate dans l'eau de distribution du Nord. Et on cherche la source de cette pollution dans l'industrie contemporaine, on ne la trouve pas, et se pose alors cette hypothèse en mettant la carte de ces taux de perchlorate sur une carte historique, se dire, mais au fond, est-ce que ce ne sont pas les anciennes régions du front
la ligne de front qui est, et donc ce serait peut-être les munitions de 14-18 qui sont encore dans le sol, qui posent ce problème. L'hypothèse, après, a été étudiée par le BRGM, qui a affiné les choses en nous apprenant quelque chose de très intéressant, c'est que, de un, donc ce sont plutôt des concentrations de munitions et pas ces munitions éparses qui causent ces pollutions. Ce sont des concentrations, donc des stocks de munitions, et que, au-delà de ça, il y avait eu d'autres pollutions historiques parce que les perchlorates ont été utilisés. Donc, en fait, ce sont les sels de perchlorate qui viennent de matières qui ont été importées pour pouvoir créer des munitions. La poudre, pendant la guerre, a été faite avec des nitrates du Chili. Et dans les nitrates du Chili, il y a des perchlorates sous forme d'impuretés qui vont se retrouver du coup dans les munitions. Ça, c'est une chose. Mais avant-guerre, on est déjà dans une période d'intensification de l'agriculture et on va utiliser les premiers engrais. Et parmi les premiers engrais, on utilise et on importe des nitrates du Chili dans les mêmes territoires, les terres où on essaie de faire de grosses productions, dans le nord de la France en particulier. Et après-guerre, pour faire redémarrer les sols, on va vouloir aussi remettre des engrais et donc on réimporte aussi massivement des nitrates du Chili qu'on va répandre sur les mêmes sols. Donc on a 3 fois des nitrates du Chili et donc des perchlorates répandus dans les régions dévastées. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a plus de 500 communes en France qui sont concernées par ces taux de perchlorate dans l'eau de distribution. Et dans ces communes, il est simplement conseillé aux femmes enceintes et aux nourrissons, aux enfants en bas âge, de ne pas consommer l'eau du robinet. Mais c'est tout à fait officiel et c'est encore le cas aujourd'hui, même si j'ai vu que très récemment, on avait développé une possibilité de filtre qui permettrait peut-être de résoudre ce problème. C'est tout récent. Donc voilà, la conscience sur l'impact environnemental des munitions et l'impact jusqu'à ce jour, au-delà des morts, en fait, vraiment environnemental plutôt en termes de santé publique, va être beaucoup plus tardive. Elle date du début du XXIe siècle et elle n'a pas été facile. On peut passer à l'image suivante, parce qu'au-delà de cette histoire de perchlorate, il y a d'autres polluants qui sont impliqués et autour de ces stocks de munitions. Et aussi, et ça on va y venir, on peut passer à l'image suivante si vous voulez bien. Je peux juste intervenir. Alors, normalement, nous devrions aborder les questions maintenant. Donc, vu qu'il n'y a pas de questions, je propose que vous continuiez votre présentation. Parfait. Pour les participants, n'hésitez pas à poser vos questions. Et du coup, nous permettrons de vous arrêter peut-être pour pouvoir prendre des questions. Ouais. Très bien. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais durer encore à peu près 10 minutes. On arrive tout doucement au bout. Et puis après, on prendra les questions. J'imagine qu'il y en aura peut-être quand même. Et puis sinon, voilà. Mais donc voilà, je ne sais plus où j'en étais, mais on peut passer à l'image suivante. Merci. C'est qu'on a aussi, je vous ai dit, on a récupéré aussi. Alors il y a un autre problème, c'est que les munitions qu'on récupérait qui n'étaient pas explosées, dont certaines étaient des munitions toxiques. Alors, les munitions qu'on a récupérées et qui étaient juste des explosifs, on les faisait exploser et on a essayé de récupérer le métal. Mais pour les munitions qui contenaient des toxiques, ça posait un énorme problème parce que la technologie à l'époque ne permettait pas d'isoler correctement et sans danger et de retraiter les matières toxiques. Après-guerre, en fait, il va y avoir, comme les États sont dépassés par ces enjeux, eh bien, ça va créer une opportunité pour une industrie privée, des industriels privés qui vont proposer aux Français, aux Belges, aux Britanniques de racheter des stocks de munitions et de les transformer, puisqu'il y a un enjeu de récupération. Donc, on est face à la première grande industrie de récupération ou de recyclage, entre guillemets, parce que c'était des vœux pieux, on le verra par la suite. Mais tout ça, jusqu'au début des années 2000, on l'ignore totalement. C'est une période de l'histoire qui n'avait jamais été étudiée. Et même le mot que je vous ai cité tout à l'heure de désobusage était un mot qui était devenu totalement inconnu. Il se trouve qu'un scientifique allemand du nom de Tobias Bösinger
de l'université de Mayence s'est intéressé aux pollutions de guerre et d'après-guerre et à la dépollution en Allemagne et cherchait pour sa thèse en fait des traces de ce type de pollution en France. Il a écrit notamment à l'Office national des forêts, puisque ce sont des gens qui sont proches du terrain et qui peuvent avoir connaissance aussi de l'historique de ces terrains, en demandant si à l'ONF, il y avait connaissance d'endroits où, après-guerre, des munitions de 14-18 auraient été détruites. Et c'est l'ONF du canton de Spincourt, donc on est de nouveau pas très très loin de Verdun, qui répond en disant, eh bien nous, on a un endroit où on pense qu'il s'est passé ce genre de choses, on ne connaît pas grand-chose, mais cet endroit porte toujours le nom de place à gaz. C'est une clairière dans une forêt, et on voit que le sol est calciné, puis ça s'appelle place à gaz, et puis il y a plein de choses bizarres sur le sol. Donc Tobias Pausinger vient faire des prélèvements à la place à gaz, et là, surprise, on est aux alentours de 2004-2007, j'ai plus la date très précise en tête, mais voilà, première décennie des années 2000, Tobias Pausinger fait ses prélèvements et découvre que le sol est extrêmement pollué, à l'arsenic notamment, mais à d'autres types de métaux lourds. Et il combine ses recherches avec des recherches historiques et découvre en fait qu'à cet emplacement, c'est plus de 200 000 obus à croix bleue, je pense, ou à croix verte, qui ont été brûlés après-guerre, et puis qu'après, le terrain a été laissé comme ça, mais que c'est bien logique que rien ne puisse pousser à cet emplacement. Problème, avec ces taux de métaux lourds, il n'y a évidemment rien qui repousse, mais problème, sur la photo du bas à droite, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez un peu l'état du site. Mais il y a une cabane. Et en fait, avant d'être grillagé, et aujourd'hui, il y a d'immenses barbelés, le site est beaucoup plus protégé et inaccessible qu'autrefois. Et il a fallu beaucoup de temps pour ça, parce qu'il y a un vrai problème politique qui se pose à ce moment-là. La cabane, c'est une cabane de l'ONF. Et tous les jours, il y a des agents de l'ONF qui stationnent à cet emplacement, qui prennent leur repas là, qui passent avec leur jeep, qui ingurgitent potentiellement de la poussière contenant de l'arsenic et des métaux lourds, donc avec un impact possible sur des agents de l'ONF et leur santé. Donc il y a un lanceur d'alerte à l'intérieur de l'ONF qui a beaucoup combattu pour essayer de faire reconnaître ce problème et faire en sorte que le site, mais aussi la santé des gens qui avaient fréquenté le site soit surveillée. Et ça a mis beaucoup de temps, plusieurs années, avant qu'enfin ça aboutisse aux alentours de 2014, où enfin la préfecture finit par... Bon, comme la presse en a parlé aussi, il y a eu des reportages, et finalement, petit à petit, ça a fait du bruit, et la préfecture a dit, OK, d'accord, on va sonder le site, et mandater le BRGM pour refaire une étude sur le site qui a confirmé totalement cette pollution. Mais surprise, on peut passer à l'image suivante. En fait, ce qu'on découvre à ce moment-là, c'est que ce n'est pas juste un endroit dans la forêt, mais que cet endroit n'est que l'aboutissement final, la fin d'un travail qui, lui, s'est étendu sur un territoire beaucoup plus vaste, avec un énorme complexe industriel installé sur plusieurs sites de plusieurs villages alentours. C'est ce qu'on appelle le complexe Clair et Schwander. Donc, je vous ai dit, après-guerre, des industriels privés vont négocier avec les gouvernements, racheter les munitions en disant « Ok, nous, on se charge de tout ». Et l'État, le ministère de la Guerre à l'époque, passe des contrats avec eux, mais une fois que l'industriel a les choses en main, ne vient pas voir ce qui se passe sur ces terrains. Et donc, cette industrie de désobusage qui vise à récupérer ce qui peut l'être, ne sait pas quoi faire de ces matières toxiques et simplement les brûle. Et c'est ce qui s'est passé près de Spincourt, autour du village de Muzeray en particulier, où les villageois, les gens de ces villages se sont vus imposer, véritablement imposer cette industrie sur leur territoire, sans rien pouvoir faire, malgré toutes les protestations qu'ils ont faites. On peut passer à l'image suivante. Donc il y avait une conscience aussi à l'époque, tout simplement, que c'était un travail dangereux,
que c'était pas uniquement dangereux en raison des explosions, mais qu'il y avait potentiellement des toxiques aussi. Et la population a demandé à ce que, officiellement, hein, même les maires des villages, on voit ici une délibération du conseil municipal de Muzeray en 1920, où cette délibération est remontée jusqu'à la préfecture. Et on peut passer à l'image suivante. La réponse, elle viendra via le ministère de la Guerre, qui dit non, non, enfin, toutes ces craintes sont infondées. La population, on comprend ses craintes, mais elle a tort d'avoir peur. C'est un travail nécessaire. Il faut supporter encore ceci qui est bien moins grave que la guerre. Donc, n'ayez pas peur, tout va bien se passer. À cet endroit, 1 500 000 obus chimiques ont été détruits, et 300 000 obus ordinaires. On voit les traces, je vais passer très rapidement pour ne pas m'étendre. Hein, on pourra, si vous voulez, en fait, j'ai fait tout un film là-dessus et je pense que ça pourrait être bien un jour que vous le voyez, si ça vous dit. Mais voilà, on peut passer à l'image suivante. Tout ça pour expliquer en fait ce qui se passe. On peut passer, ça ce sont les traces en fait hein, des explosions qui sont portées. Voilà. Alors, par mon travail d'enquête, en retournant sur le terrain, à la fois dans les archives départementales, mais surtout aussi auprès de la population. Alors, ce qui est un fait un peu extraordinaire, c'est que quand on s'aperçoit de ça, quand le BRGM fait cette étude et découvre dans les sources historiques qu'il y a eu en fait cette gigantesque industrie qui s'est placée là, il retourne voir sur le terrain et, oh surprise, ce sont des champs cultivés aujourd'hui. Des champs potentiellement terriblement pollués qui sont retournés en culture et dont sortent de la nourriture, enfin ce genre de choses. Donc voilà, ça a fait évidemment froid dans le dos et surtout en fait comme toutes les cultures ont été gelées à ce moment-là, cultures jetées, analysées mais surtout détruites, et un cheptel notamment, enfin le cheptel parce qu'il y avait aussi des prairies, donc les vaches laitières qui ont été abattues, en l'attente des résultats. Ça a énormément meurtri les agriculteurs sur place qui se sont sentis maltraités parce qu'on les avait laissés cultiver ces terres. Et puis on leur tombait dessus finalement, presque en leur disant qu'ils étaient criminels d'avoir osé cultiver des terres dont il est bien vrai que quand on se penche sur ces sols, on voit bien que ce n'est pas des sols normaux. Et donc, se poser la question de savoir comment la population locale avait pu oublier ce qui s'était passé et qui pourtant avait créé beaucoup, beaucoup d'émoi et de difficultés dans les années 1920. Et tout l'intérêt du travail que j'ai fait, c'était de ne pas me contenter de ce qui se trouvait dans les archives et qui n'était que partiel, mais essayer de voir si dans la mémoire de la population, il restait des choses. Or, il restait des choses dans la mémoire. Chez certains historiens locaux, dont un agriculteur et ancien maire de Muzeray, et chez un notaire collectionneur de la région, cet album photo, qui est en fait un album de publicité de Clair et Schwander, une sorte d'album pour montrer leur capacité de traiter les munitions, dans lequel ils montrent l'usine de Spincourt. Et on peut passer à l'image suivante. Donc, on mesure bien, en fait, on voit le panache de ces fumées qui sont noires, qui sont en fait des fumées toxiques, et on a des traces écrites aussi de description des méfaits de ces fumées sur les cultures alentours. Il y a un agriculteur qui va même envoyer des échantillons à l'époque, dans les années 20, à Paris pour les faire étudier. Les échantillons reviennent avec l'analyse qui dit « Attention, c'est extrêmement toxique, c'est normal que vos céréales ne poussent pas parce que il y a un énorme problème. » Donc là, on voit l'activité, c'est ces tonnes de munitions qui sont acheminées là et qui sont détruites sur place. Travail extrêmement dangereux pour lequel n'étaient pas utilisés des locaux, ou très très peu, parce que c'était un travail hyper dangereux. Donc en fait, c'était une population surtout d'étrangers, des Polonais, des Russes, voilà, plein de gens qui étaient des Portugais, qui étaient employés sans être formés et à très très bas prix, alors que les risques étaient absolument gigantesques. C'est des histoires voilà, qui montrent en fait les racines
du monde tel qu'on le connaît aujourd'hui, hein. Il y avait une infirmerie sur place et on voit qu'il y a des blessés. Et il y a eu des morts, on les a retrouvés dans les archives. Malheureusement, ces morts n'ont aucun monument, on ne sait même pas où ils sont enterrés, et il n'y a pas de mémoire en fait de ces personnes. Voilà. Donc, c'est bien d'une industrie très particulière qu'il est question là, avec seulement une poignée d'industriels. Claire Eschwender en était un, et ce n'est pas lui qui va achever ce travail à cet endroit-là. Claire Eschwender, on ne connaît pas encore très bien les circonstances de la fin de son activité à Museray, mais on sait que l'État français va devoir faire appel à un autre industriel qui, lui, va démolir les 200 000 obus restants à cet emplacement-là. Il va les démolir en forêt de Spincourt, donc c'est le site de la place à gaz, qui n'était en fait que l'épilogue en fait de cette histoire-là. Et cet industriel qui s'appelle Piquet, qu'on voit ici, très élégant, ce monsieur qu'on voyait sur l'image précédente, lui, c'est un mania de l'industrie du désobusage. Il y a un article gigantesque, une première page dans le Figaro de l'époque, qui le décrit, mais vraiment comme un type innovant et magnifique, qui permet de transformer les obus en caractères d'imprimerie, les poudres en faire des engrais. Enfin, c'est vraiment, ça émerveille tout le monde, mais on ne parle pas à l'époque de tout ce qu'il y a derrière ça. Il avait 11 usines, dont une en Belgique, et il employait des dizaines, non, des centaines de personnes en France. Il a fait une sorte de fortune autour de ça. Donc voilà. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que, et ça c'est très important, le site de Museray, et plus largement le complexe Claire Eschwender autour de Spincourt, cette quantité astronomique de munitions, une partie se trouvait là parce que c'était un énorme dépôt allemand qui se trouvait à cet endroit-là, mais que beaucoup de munitions ont été acheminées là provenant d'autres départements. Et ça, c'est un véritable scandale qu'on découvre très très tardivement, mais qui était lié aussi simplement à des contingences de l'époque, c'est-à-dire que dans des régions, la Meuse est un territoire qui déjà avant-guerre est pauvre, dont la terre n'est pas extrêmement riche et où les agriculteurs sont de petits paysans qui cultivent 3-4 hectares de terre. Ça, c'est Jean-Paul Amade qui aurait bien pu nous en parler, avec une petite agriculture très vivrière, très diversifiée, hein, où on a un peu de maraîchage, un peu de verger, un tout petit peu de, enfin, voilà, un peu de tout, et donc un maillage du paysage aussi très, très diversifié, tandis que dans le nord, dans l'Artois, les Flandres françaises, les Flandres, on a une terre beaucoup plus riche, utilisée pour les cultures céréalières et betteravières, et un lobby agro-industriel déjà extrêmement structuré avant-guerre, avec de grands patrons qui ne cultivent pas eux-mêmes leurs terres, qui sont à Paris, qui ont des gens dans leurs exploitations, et qui, déjà pendant la guerre, vont monter à l'Assemblée nationale pour prévenir et pour réclamer que leurs terres soient remises en état sans tarder après la guerre. Et donc, on va précipiter dans ces départements-là, sous la pression agricole du lobby agro-industriel, on va précipiter la dépollution des terres. Il faut bien mettre les munitions quelque part. Où est-ce qu'on va les déverser? Dans un territoire où les gens ne peuvent pas se défendre et où les agriculteurs n'ont pas tendance à revenir parce que les terres sont dévastées, que les gens étaient déjà pauvres avant-guerre. Voilà. C'est très important parce que on parlait de Verdun tout à l'heure. On va passer ceci, hein, parce que sinon on n'aura pas le temps, c'est raconté dans le film, ça je vous invite à vous y intéresser, c'est les documents qui montrent les décisions, ça aussi je vais passer, on pourra en parler, voilà. Et donc, c'est les zones rouges, donc après-guerre, le gouvernement français va faire un état des lieux de toutes les terres dévastées et va, en fonction de leur état, les classer. Les zones rouges sont les terres terriblement dévastées. Et puis ensuite, il y a des zones moindrement touchées, des zones avec des dommages importants, des zones sans dommages. Et donc, en fonction de ça, on peut évaluer les coûts surtout. Et c'est ça qui va présider aussi à la remise en état dont je vous parlais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a des endroits, comme en Meuse, où la terre, le prix de la terre avant, enfin le rendement de la terre avant-guerre n'est pas terrible, et le fait de devoir investir énormément d'argent pour la remettre en état fait qu'il y aurait un déficit. Et donc l'État fait un choix et conserve
intactes, décident de conserver intactes et dévaster, de ne pas dépolluer, de ne pas remettre en état les zones rouges. Mais dans les autres départements, finalement, il y a un intérêt quand même pour ces terres, parce que même si elles sont très dévastées, des agriculteurs voient l'opportunité, avec un peu d'huile de bras, d'huile de coude, de pouvoir justement s'approprier ces terres pour très très bon marché. Et donc les zones rouges vont fondre dans tous les départements, sauf dans le département de la Meuse ou autour de Verdun, avec en plus cette idée de vouloir faire de Verdun un symbole, eh bien on va conserver une zone rouge beaucoup plus vaste jusqu'à ce jour sur le champ de bataille de Verdun, avec une forêt domaniale qui a été plantée par la suite, puisque pour clore cette histoire, je dirais, il y a cet autre débat de conserver les traces, les anciens combattants qui veulent qu'on conserve la mémoire, et donc il y a un compromis qui est trouvé sur le champ de bataille de Verdun en disant on va planter une forêt, et la forêt va permettre que la nature ne revienne pas de manière anarchique. Donc c'est autour de ça qu'il va y avoir une sorte de compromis où les anciens combattants vont accepter cette idée-là. Et c'est ce qui fait que le champ de bataille de Verdun, tel que vous pouvez le voir aujourd'hui, ne ressemble pas, sauf à certains endroits où on n'a pas permis à la forêt de renaître et où les endroits sont entretenus pour qu'on puisse voir les trous d'obus et ce genre de choses. Mais globalement, c'est une forêt, une grande forêt, le champ de bataille de Verdun aujourd'hui. Or, cette forêt, elle n'existait pas pendant la guerre, mais elle n'existait pas non plus avant-guerre, puisqu'on avait là toute une série de petits villages avec une agriculture et un maillage écologique et agricole très, très varié. Donc, c'est un exemple très particulier finalement de l'importance des décisions d'après-guerre sur le paysage qui ont autant d'impact finalement que la guerre elle-même. Alors, je pourrais parler encore longtemps, mais simplement pour conclure, si vous allez sur une autre région du front qui est totalement l'inverse, et on peut revenir à l'avant-dernière dia là, qui était juste avant, en Flandre, où les combats ont été de la même intensité, les destructions de la même intensité qu'autour de Verdun, vous avez quasiment plus de traces. Alors, il y a beaucoup de mémoires et beaucoup de sites et de cimetières et de musées, ce genre de choses, mais les champs sont tous cultivés et tout a été reconstruit, et donc on ne voit quasiment plus rien. La petite croix que vous voyez là dans le champ, en fait, moi, je m'étais éloignée d'un trou de mine qui est conservé parce qu'il est à côté d'un cimetière, et je voulais prendre une photo du bosquet pour pouvoir montrer à quel point ces lieux sont finalement en Flandre plus que des îlots dans un environnement qui a été complètement reconquis par l'activité humaine. Et en me promenant dans ce champ de maïs, je me penche, je vois cette croix, et j'étais assez loin dans le champ, donc j'étais étonnée. Et autour de cette croix, qu'est-ce que je découvre? Des ossements humains. Ce qui veut dire que là, on était en plein sur le champ de bataille, et que un descendant de familles de soldats décédés avait fait la démarche pour essayer de retrouver. Donc, il faut imaginer que sur l'ancienne ligne de front, il y a encore aujourd'hui des centaines de personnes, de familles endeuillées, qui n'ont pas pu récupérer les corps des défunts, qui sont encore en recherche finalement de ces endroits ou de ces corps qui, en tout cas au moins d'endroits symboliques. Et bien souvent, ces champs de bataille sont redevenus des champs de culture. Ce sont des cimetières, mais qui sont cultivés aujourd'hui. Donc voilà, ça fait beaucoup, beaucoup de choses, et je pense que j'étais peut-être un peu décousue. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions. Je pense qu'on peut clore là pour que vous ayez l'occasion que je puisse compléter si vous avez des questions. Merci beaucoup pour cette présentation qui est à la fois intéressante, révoltante et émouvante, je pense. Il y a eu 2 questions au total, et je pense que je vais en prendre seulement une, parce qu'on parlait tout à l'heure d'opérations de nettoyage. Et au final, on se pose d'ailleurs aussi la question de qui a pollué le plus, les opérations de dépollution au sortir de la guerre ou la guerre en elle-même. Mais Monsieur Avin, Victor avait une question qui nous adressait sur le Facebook Live. Donc, à propos des millions de tonnes d'armes chimiques qui auraient été coulées par les Alliés à l'issue des 2 guerres en mer du Nord et le long des côtes françaises et belges, il demande comment ce risque environnemental, à savoir l'érosion des munitions, est appréhendé aujourd'hui. Si vous pouvez répondre
en 2 minutes top chrono et puis ensuite on conclura et puis on pourra se dire à une prochaine fois parce que je pense que c'est une discussion très intéressante qui mériterait d'être approfondie aussi et qui sait même en présentiel à un moment donné. Ah oui. Ah bon, comment c'est géré aujourd'hui? Eh bien, c'est géré en statu quo, c'est-à-dire qu'on n'a pas de solution. Les coûts, c'est toujours une question de coûts, en fait. Autant on veut bien, et ça reste un problème sur d'autres pollutions qu'on est en train de commettre aujourd'hui, autant on veut bien consommer des choses, y compris pour la guerre, et en particulier la guerre est une période de mobilisation intense des ressources, autant après, et donc on parvient à réunir des sommes d'argent gigantesques, mais sans jamais vouloir payer le coût aussi de la gestion des déchets. Et aujourd'hui, et plus on laisse passer de temps, et ça c'est la leçon, que la gestion des munitions, j'aurais pu en parler encore, et c'est vrai qu'il aurait fallu au moins 1 heure de plus, mais on pourra faire ça une autre fois. Mais en fait, ce que ça montre, c'est qu'on est capable. On possède aujourd'hui les moyens de gérer les munitions, les restes de munitions toxiques. Et on aurait pu mobiliser déjà ces moyens plus tôt. On a attendu que le problème devienne ingérable et qu'on soit obligé absolument de le gérer pour le faire. Et ça coûte encore aujourd'hui des millions d'euros rien que pour les munitions qui sont trouvées sur Terre. Le problème des munitions qui se trouvent en mer ou immergées ailleurs, parce qu'il y a d'autres sites, c'est que rien que le coût de leur récupération et le danger de leur récupération génère des coûts astronomiques. Donc, on a calculé que pour le dépôt principal en Belgique, qui est le dépôt du Paardenmarkt, 3 millions d'obus, dont la plupart sont probablement toxiques, qui se trouvent au large de la côte belge, mais pas, quand je dis au large, c'est à même pas 2 km des plages, donc à Knokke. Ce dépôt qui a été fait sur un banc de sable, donc c'est à peine à quelques mètres de la surface de l'eau, a été retrouvé que dans les années 70, excusez-moi, et par hasard. Et donc, on a redécouvert tout l'historique. Mais pour l'instant, il a été décidé jusqu'à ce jour de le laisser là. Parce que si on décidait d'enlever ces munitions, il faudrait que tout le service de déminage de l'armée belge ne soit occupé à ça que pendant 30 ans, enfin, ne soit occupé qu'à ça pendant 30 ans, et en plus, en n'étant pas sûr de pouvoir gérer et démolir, désobuser et retraiter ces munitions dans les bonnes conditions. Les munitions qui sortent de l'eau, une fois dans l'eau, normalement, elles représentent moins de danger que sur Terre. Mais dès que le travail de l'oxygène va refaire, va atteindre la surface de ces munitions, eh bien la dégradation s'accélère terriblement, et dans le cas de munitions toxiques, ça pose de très gros problèmes, ne fût-ce que pour le transport. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs projets pour ces munitions-là qui sont plutôt de l'ordre du capping, c'est-à-dire de recouvrir ce dépôt de munitions d'une sorte de couverture de protection, quitte à en faire une île même, mais les coûts sont absolument faramineux, et je pense que malheureusement, tant que l'urgence ne sera pas extrême, démontrée, c'est-à-dire qu'il sera déjà en partie trop tard, ce qui est déjà le cas, puisque depuis plus d'1 an, on sait, la surveillance annuelle de ce dépôt a montré que les munitions étaient en train de commencer à fuir. Et donc, on accélère un petit peu le mouvement, et en même temps, on a d'autres priorités aujourd'hui. Et voilà, donc c'est toujours pas tranché. Et effectivement, les questions des pollutions historiques, je vous invite à y réfléchir, parce qu'en fait, je n'en ai pas parlé jusque-là, ce serait l'objet vraiment d'une réflexion aussi, mais c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui avec nos déchets nucléaires. C'est-à-dire que pour consommer cette énergie, on décide de ne pas tenir en compte le coût de ces déchets, qu'on ne sait toujours pas comment on va les gérer, que ce qu'on nous propose aujourd'hui comme meilleure solution, c'est de les abandonner en les enterrant très profondément dans la terre, et en formant le pari que jamais ces déchets nucléaires
ne finissent par causer de tort, polluer l'environnement, les nappes phréatiques. Et ça, pas uniquement à l'échelle d'un siècle, mais pour certains de ces déchets, pour plus de 100 000 ans. C'est sur cette note pleine d'optimisme, je pense qu'on va se dire au revoir pour ce soir, parce qu'il est 20h pile. Ça aurait été avec plaisir de continuer, je pense, à la fois pour nous en tant que modérateurs, mais aussi pour les personnes qui ont pu nous écouter du début jusqu'à la fin. Merci beaucoup, mais vraiment infiniment, Madame Massonneuse, pour toutes les informations que vous avez données, pour votre générosité intellectuelle et au plaisir de remettre ça une prochaine fois. Pour rappel, le projet de loi de mémoire a une extension jusqu'à décembre 2021. Donc, on a 3 mois supplémentaires pour rattraper, entre guillemets, le retard de rencontres pris, notamment à cause de la crise sanitaire. Donc, ça pourrait être l'occasion de rediscuter de ce vaste sujet. Et je pense qu'on aurait tous eu plein de questions à vous poser là-dessus. Et donc, au plaisir de vous retrouver ultérieurement. Le plaisir était pour moi. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à vous. Bonne soirée à tous. Merci. Et à bientôt. Pour rappel, pour ceux qui ont pu être là qu'au début ou ceux qui étaient là à la fin, c'est disponible à nouveau sur Facebook, sur notre page, et puis aussi sur notre chaîne YouTube. Donc, voilà. Bonne soirée à tous. Prenez soin de vous. Prenez de la vitamine C et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.